Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous cet après-midi pour cette séance d'information portant sur les formations et les carrières dans les domaines de la chimie et du génie chimique. Je me présente, je suis Nathalie Garneau, je suis responsable de promotion et d'information sur les études pour les programmes de sciences et de génie à l'Université Laval. Je suis accompagnée aujourd'hui de Dominique Larivière, professeur de chimie et directeur des programmes de baccalauréat en chimie, de Carl Duchesne, professeur en génie chimique et directeur du programme de baccalauréat en génie chimique. Nous sommes également accompagnés de deux étudiantes, Marie-Rose Ouellette-Duberger, étudiante à la maîtrise en chimie, et d'Adéline Paris, étudiante au doctorat en génie chimique. Avant de débuter, j'ai quelques messages à vous transmettre concernant le déroulement de cette activité. Premièrement, nous avons volontairement fermé les caméras et les micros de tous les participants. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à nous les transmettre via le question-réponse. Vous trouverez la petite icône dans la barre d'outils dans le bas de votre écran. Prendre note qu'à la fin de cette séance, il y aura une période de questions. Alors, si vous le souhaitez, il vous sera possible d'ouvrir caméra et micro et d'échanger avec nous. Pour terminer, je vous informe que cette séance est enregistrée. Alors, si vous manquez une explication, pas de souci. Il vous sera possible de récupérer l'information en réécoutant notre capsule. Mes collègues Dominique et Carl vous expliqueront dans quelques instants les distinctions, les différences, mais également les similitudes entre ces deux domaines d'études que sont la chimie et le génie chimique. Ils vous donneront des exemples d'entreprises au sein desquelles nos diplômés œuvrent actuellement. Ils vous feront part également de quelques exemples de parcours, des cheminements et des spécialisations offertes dans leur programme. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Larivière. Merci, Nathalie. Donc, pour débuter la présentation, lorsqu'on s'est réunis pour en discuter, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'un exemple, peut-être, pour vous montrer comment le génie chimique et la chimie sont à la fois similaires, mais aussi un peu différents dans la portée de ce qu'ils font. Donc, on va prendre un exemple concret d'un processus qui pourrait se produire, et puis on va le décrire du point de vue chimique et génie chimique. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Donc, j'ai pris un exemple ici concret qui est sur la malaria, donc la fièvre des marais. Donc, c'est une maladie qui est encore présente là, sur Terre. On parle d'environ 219 millions de personnes qui sont malades dans le monde annuellement et on parle d'environ 435 000 décès en 2017. Donc, on voit que c'est une maladie pour laquelle, idéalement, on aimerait avoir des traitements. Il y en a plusieurs qui ont été inventés au cours des dernières décennies. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une résistance parasitaire là, au traitement plus conventionnel de la malaria et donc ça nécessite de nouveaux médicaments. Donc, c'est ce qu'on va regarder sous la loupe du génie chimique et de la chimie, comment est-ce que ce processus-là se produit. Donc, là, je tiens à dire ici, là, c'est un exemple semi-fictif. J'ai pris des choses qui sont réalistes, mais pour lesquelles ce n'est pas nécessairement un médicament qui est en usage courant, mais quand même. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, débutons notre périple là, dans la baie de Frobisher au Nunavut, où des chercheurs en biologie ont trouvé un champignon, d'accord? Et ce champignon-là, il produit des molécules qu'on appelle les mortiamides. Et il a été démontré par d'autres expériences que ces composés-là ont des activités antiplasmodiales. Donc, en fait, ils pourraient aider à combattre la malaria. Et donc, on peut se dire, ah, ben, c'est quelque chose d'intéressant. À quel endroit est-ce que le chimiste joue un rôle là-dedans? Bon, c'est certainement pas lui qui trouve les champignons et tout ça, mais très certainement, il y a des chimistes qui sont en arrière de l'isolation de ces molécules-là, qui les ont par la suite probablement transférées à des gens qui sont en pharmacologie pour faire des tests d'activité en tant que tel. Et donc, disons qu'on en arrive à un point où on trouve qu'il y a des molécules qui sont intéressantes pour faire le produit, ben, on va devoir les extraire. Donc, on devra les prendre à l'intérieur de ce champignon-là et sortir certaines des molécules. Donc, vous avez un exemple ici là, de certaines des molécules qui ont été retrouvées dans ces champignons-là. Et bien sûr, bien, il va falloir s'atteler à les caractériser, donc connaître leur structure chimique. Je vous les ai dessinées ici, mais en fait, il faut comprendre que ça vient de l'utilisation de spectrométrie de masse, de RMN et d'autres techniques de caractérisation qui vont nous permettre de dire que ce sont ces molécules-là que l'on retrouve à l'intérieur. Donc, clairement, on voit qu'il y a des molécules qui ressemblent à ce que je vous ai présenté précédemment. Et donc là, si on veut connaître leurs propriétés, si on veut savoir s'ils peuvent être des bons médicaments contre la malaria, bien, on doit en produire. Et donc, on va en produire, mais bien sûr, on ne commence pas à en produire à la tonne.
Donc, on va en produire à l'échelle du laboratoire. Donc, on va jouer un peu au Lego moléculaire et on va essayer de synthétiser cette molécule-là pour qu'elle ait la même structure que celle qu'on retrouve dans la nature. Donc, ici, vous avez un exemple, là, et je ne cherche pas que vous soyez des experts en chimie, mais juste pour dire, on va combiner des parties de molécules ensemble pour former la molécule qui est celle qu'on recherche. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on ne l'extrait pas simplement, par exemple, de notre champignon? Bien, dans l'exemple que je suis en train de vous présenter, il y a quelques microgrammes par gramme de champignons qui sont disponibles. Donc, vous avez compris que si on en a besoin de quelques centaines de grammes, ben, ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de champignons. Et donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est voulu. Donc, souvent, on va trouver une synthèse au laboratoire là, qui va nous permettre d'aller chercher ça. Par la suite, donc, le chimiste va synthétiser ça. Et là, il va faire quoi? Bien, une fois qu'il a synthétisé sa molécule, il va aller avec des collaborateurs, donc ça peut être des gens en pharmacie, en médecine, en biochimie, et il va essayer de trouver la réponse à la question qui se pose, qui est est-ce que cette molécule-là a un effet particulier? Et donc, une fois qu'il va en être arrivé là, ben, c'est là qu'on passe plutôt là, à l'échelle, à la mise à l'échelle. Donc, je vais passer la parole à Carl qui pourra vous parler un peu plus de cet aspect-là. Bon, mais là, ça fait plaisir de vous rencontrer. Donc, quand on est rendu à cette étape-là où on décide d'aller vers une production industrielle, mais dans l'étape au laboratoire, donc on n'a pas résolu tous les problèmes. On a produit les molécules d'intérêt, des petites quantités dans des conditions contrôlées. Et maintenant, donc lorsqu'on veut produire ça à grande échelle, bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est produire ces molécules-là en continu dans des équipements qui vont être de grand volume. On parle ici là, de litres et de mètres cubes. Et c'est des milieux généralement qui vont être aussi relativement complexes, des milieux visqueux, qui vont avoir peut avoir des gaz, des solides, des liquides qui se mélangent. Et ça pose un grand nombre de défis là, à relever pour la production à l'échelle industrielle. Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver des façons de bien mélanger toutes ces molécules-là de façon à faire des réactions chimiques de façon efficace. Des fois, on doit fournir de la chaleur ou on doit en retirer. Dans des gros volumes, ça pose des problèmes particuliers. On doit séparer par la suite ces produits-là, s'adapter aux variations de matières premières. Il peut y avoir toutes sortes de variations qui arrivent en cours de route. Et donc, essentiellement, il y a des défis à relever. Puis ces défis-là, ce sera le travail de l'ingénieur chimiste qui va devoir le relever, bien sûr, en partenariat avec le chimiste. Et lorsqu'on va arriver, bien sûr, à la mise à l'échelle, qui va être la production commerciale, qui est la présente diapo, bien, lorsqu'on a une usine qui a été bâtie puis qu'on est en production, et bien maintenant, il y a toutes sortes de problématiques aussi qui vont s'y ajouter. Donc, on va vouloir augmenter la production parce qu'il y a une éclosion de malaria à un certain endroit, puis on a besoin à différents endroits dans le monde d'en produire de plus grandes quantités. On peut vouloir réduire l'empreinte environnementale, procédés de fabrication, trouver des voies de synthèse qui sont plus vertes. Donc, bien contrôler la qualité du produit, variation de matières premières, des contaminants qui peuvent arriver en cours de route, comment on va solutionner ce problème-là pour fabriquer un produit de qualité et en quantité nécessaire. Donc, bien sûr qu'au niveau de la commercialisation, bien sûr, l'ingénieur chimiste va combiner ses efforts aux chimistes essentiellement là, pour s'assurer qu'on a une production efficace et un produit de qualité. Donc, vous voyez, là, on a pris un exemple ici où on est parti d'une problématique, disons, sanitaire, et puis on en est arrivé à un produit commercial et on voit là un peu ce que j'appelle l'arc-en-ciel des compétences du chimiste et de l'ingénieur chimiste. Donc, on voit que ça se mélange un peu et que ça se combine et qu'on travaille main dans la main, si je peux dire, là, entre nous. Donc, à partir de cet exemple-là, ben, j'aimerais passer la parole maintenant à Nathalie Gardon qui va peut-être vous parler des caractéristiques des deux programmes. Voilà. Merci, Dominique. Donc, avant d'aller plus en profondeur dans les deux programmes, dans les programmes de chimie et le programme de génie chimique, je vais vous présenter quelques caractéristiques qui distinguent les deux programmes. Alors, en ce qui concerne les programmes de chimie, nous avons à l'Université Laval 5 programmes de baccalauréat distincts en chimie. Alors, nous avons le bac en chimie biopharmaceutique, le bac général en chimie, le bac chimie cosméceutique qui est un programme unique au Canada. On a également un bac en chimie environnement et un bac en chimie matériaux. Un peu plus loin dans la présentation, le Dominique vous détaillera chacun de ces 5 programmes là, et Marie-Rose vous donnera un aperçu de son parcours également.
Pour ce qui est de notre programme en génie chimique, nous avons un seul programme de baccalauréat en génie chimique. Mais il est possible de vous spécialiser dans 2 sphères, dans 2 domaines de la profession, avec une des 2 concentrations. Alors, soit la concentration études-travail. Alors, la concentration études-travail permet à l'étudiant, dans le cadre de son cursus, de réussir et de faire 3 programmes de stage en formation pratique. Et la deuxième concentration, c'est une concentration en génie biochimique et génie environnemental. Prendre note aussi que ce programme est offert également de façon générale, sans concentration. Carl vous parlera, lui, à son tour, un peu plus en profondeur de ce programme et Adéline viendra également nous dire quelques mots sur son cheminement là, au niveau du programme de génie chimique. Les 5 programmes de baccalauréat en chimie sont des programmes de 90 crédits. Alors, lorsque suivi à temps complet, l'étudiant peut les compléter en 3 ans. Tandis que notre programme de baccalauréat en génie chimique est un programme de 120 crédits. Et lui, l'étudiant doit compter sur 4 années d'études à temps complet pour le compléter. Tous les programmes, ces 6 programmes sont admissibles autant à la session d'automne qu'à la session d'hiver. Et comme ils ne sont pas contingentés, les étudiants peuvent profiter de l'admission tardive pour déposer une demande d'admission à ces programmes. Alors, pour la session d'automne 2021, les étudiants ont jusqu'au 15 août prochain pour déposer une demande d'admission, autant dans les 5 programmes de baccalauréat en chimie que dans le programme de baccalauréat en génie chimique. Et pour la session d'hiver, ils ont jusqu'au 1er décembre. Alors, c'est une particularité intéressante. Les 5 programmes de baccalauréat en chimie mènent vers l'Ordre des chimistes du Québec, tandis que notre programme de baccalauréat en génie chimique mène vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. Pour les programmes de bac en chimie, les stages sont optionnels. Alors, c'est les étudiants qui décident s'ils complètent, s'ils veulent faire 1, 2 ou 3 stages dans le cadre de leur formation. Pour le programme de bac en génie chimique, il y a un stage obligatoire et les étudiants peuvent également décider d'en faire plus, alors d'en faire 2 ou 3. Tous les stages effectués à la Faculté des sciences et de génie dans tous nos programmes, ce sont des stages rémunérés, qu'il s'agisse de stages optionnels ou obligatoires. L'Université Laval offre 5 profils d'études de 12 crédits inclus dans les programmes participants. Il s'agit de formation, d'expérience terrain ou d'initiation en lien avec le domaine d'études qui permet à l'étudiant d'aller chercher un petit plus pour se démarquer lorsqu'une fois arrivé sur le marché du travail. Alors, les 5 profils offerts à l'Université Laval sont développement durable, entrepreneurial, recherche, distinction et international. Dans le cadre des programmes de chimie, les candidats ont l'opportunité d'ajouter une mention à leur diplôme, soit concernant le profil en développement durable, le profil international ou de recherche. Alors, lorsqu'on parle de développement durable, on parle de formation sur les fondements du développement durable, mais en lien avec le domaine d'études. Au niveau du profil international, les candidats ont la chance d'aller faire une session ou une année complète dans une université partenaire à l'étranger. Et lorsqu'on parle du profil recherche, il s'agit d'une initiation au domaine de la recherche là, pour les étudiants de premier cycle. Pour le programme de baccalauréat en génie chimique, ce dernier propose à ses candidats le profil international, donc l'opportunité de faire une session ou une année à l'étranger. Pour les 5 programmes de chimie, notre programme de bac en génie chimique, des ententes DEC-BAC et passerelles existent entre plusieurs cégeps et l'Université Laval. Pour plus d'informations sur ces ententes, je vous invite à aller sur le site Internet de l'Université Laval au www.dectechnique.ulaval.ca ou tout simplement de communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Je vous transmettrai mes coordonnées à la fin de la présentation. Le programme de baccalauréat en génie chimique propose également le passage intégré à la maîtrise. C'est-à-dire que l'étudiant peut commencer, dans le cadre de son programme de baccalauréat, une scolarité de 2e cycle. Alors, souvent, généralement, ces cours ont lieu à la dernière année du programme de baccalauréat. Les cours réussis sont crédités alors autant au niveau du bac et le seront par la suite lorsqu'il poursuivra la maîtrise dans le cadre de ses études au 2e cycle. Dans le fond, c'est une économie de temps et d'argent pour l'étudiant. Finalement,
une particularité intéressante du bac en génie chimique, c'est qu'il propose à ses étudiants sa première année à distance. Alors, c'est possible pour les étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont le choix pour les 2 premières sessions d'études d'effectuer leur formation en présentiel ou à distance. Et ça, là, c'est peu importe, pandémie, pas pandémie, c'est offert depuis plusieurs années la première année à distance au niveau de notre bac en génie chimique. Alors, pour terminer, vous trouverez sur cette page les cours prérequis pour les étudiants qui n'ont pas complété un DEC en sciences de la nature ou un DEC en sciences lettres et arts. Alors, un étudiant qui n'aurait pas complété une de ces 2 formations au niveau collégial, aurait complété un DEC dans un autre domaine, pourrait être admissible à nos programmes s'il a complété les prérequis pour chacun de ces programmes. Sachez également que tous ces cours prérequis sont également disponibles à l'université, alors l'étudiant peut également les suivre en année préparatoire. Maintenant, je vais céder de nouveau la parole à Dominique là, pour la poursuite de cette présentation. D'accord. Donc, tout à l'heure, on a donné un exemple. Maintenant, je vais rentrer un peu plus concrètement là, de ce qu'on retrouve au niveau du baccalauréat en chimie à l'Université Laval. Donc, je tiens à rappeler un peu, là, pour ceux qui seraient moins familiers, que les chimistes, c'est des professionnels là, qui vérifient et contrôlent la qualité des aliments, des médicaments, des matériaux. Hein. On peut passer également à la fabrication de molécules. On l'a vu tout à l'heure. Là. On peut passer à des médicaments, mais on peut passer à des plastiques ou autres matériaux qui sont nécessaires à notre vie. Ce sont également eux là, qui inventent des procédés moins polluants, donc qui vont travailler d'un point de vue environnemental. Et finalement, bien, ils vont contribuer à protéger l'environnement en effectuant un suivi puis en proposant des solutions là, pour améliorer la qualité de l'eau et de l'air, par exemple. Donc, c'est des choses pour lesquelles il y a des bonnes perspectives d'emploi pour ce qui est des chimistes. Donc, aujourd'hui, on fait beaucoup la différence entre chimie et génie chimique et on espère qu'à la fin de la présentation, vous serez capable de discerner un peu mieux qu'est-ce qu'un ingénieur chimiste et qu'est-ce qu'un chimiste. Mais je tiens à rappeler parce que souvent, chimie est un peu mélangée avec d'autres disciplines. Donc, peut-être juste rapidement là, pour dire, le chimiste ou la chimie, c'est l'expert de l'analyse et de la synthèse chimique. Donc, à l'échelle beaucoup du laboratoire. Et Carl pourra le démontrer, là, à l'échelle plus industrielle, c'est souvent l'ingénieur chimiste. Il y a également la pharmacie, donc des fois les étudiants hésitent. Là, et donc, le pharmacien, c'est l'expert du médicament et de leurs usages. Donc, ce n'est pas lui qui fait la synthèse, ce n'est pas lui qui fait la caractérisation, mais c'est lui qui va les prescrire, qui va les recommander, qui va vérifier tout ça. D'accord? Ensuite, vous avez peut-être la biochimie qui, elle aussi, se rapproche passablement de la chimie. Et donc, le biochimiste, lui, c'est l'expert de la chimie de la cellule. Donc, il va s'intéresser à la chimie du vivant. Pas que le chimiste ne peut pas le faire, mais c'est souvent son expertise est beaucoup plus proche de ce domaine-là. Et tout à l'heure, Nathalie l'a mentionné, donc les chimistes peuvent adhérer à l'ordre des chimistes, tout comme les biochimistes, alors que les pharmaciens ont leur propre ordre professionnel, qui est l'ordre des pharmaciens du Québec. Donc, peut-être que ça donne un portrait un peu plus clair là, de ce qu'est le chimiste et où il se situe dans cette plage de disciplines-là. Donc, est-ce que c'est intéressant, les perspectives d'emploi en chimie? Bien, la majorité des chimistes ont des emplois à temps plein. Donc, c'est vraiment un domaine où les gens se placent avec des emplois à temps plein. Donc, ce n'est pas des emplois non plus qui sont nécessairement précaires en termes de temps, mais pas non plus précaires en termes de conditions de travail. Les salaires minimaux et maximaux moyens sont présentés ici. Donc, c'est des données qui datent légèrement, donc c'est probablement un petit peu plus élevé que ça. Et selon le guichet Emploi Canada, les demandes sont croissantes jusqu'en 2024, qui était la dernière date qu'on avait disponible là, pour ça. Donc, ça regarde bien là, pour le chimiste en termes de perspectives d'emploi dans les prochaines années. Donc, où est-ce qu'ils travaillent typiquement, ces chimistes-là? Ben, en fait, on peut les diviser en différents secteurs. Donc, le premier, c'est le secteur professionnel, scientifique et technique. Et on voit qu'il y a à peu près un chimiste sur 3 qui travaille dans ce domaine-là. Donc, ça ne représente pas les services professionnels, scientifiques et techniques. Bien, on peut passer, par exemple, aux chimistes qui travailleraient là, dans des compagnies pour fournir des connaissances ou de l'expertise en lien avec la chimie. Vous avez le secteur manufacturier. Donc, ici, le chimiste va beaucoup plus s'orienter à s'assurer que le produit a les bonnes caractéristiques, les bonnes qualités qu'on recherche. Il y a également le domaine pharmaceutique. Il y a également le domaine de la santé, où il y a certains chimistes qui pourront travailler. Bien sûr, vous avez la fonction publique et la recherche universitaire là, qui comble le pourcentage. Donc, ça vous donne un portrait. Donc,
Bien sûr, le chimiste va travailler en chimie, mais les lieux où il va travailler sont très diversifiés. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et souvent, quand je parle à des gens pour les convaincre de venir en chimie, je leur dis, en fait, c'est rare les compagnies qui vont avoir 200 chimistes dans leurs installations, mais c'est difficile de trouver une compagnie pour lesquelles il n'y aura pas un chimiste. Donc, les perspectives d'emploi sont très diversifiées. Ça peut être intéressant là, pour des étudiants qui n'ont peut-être pas une idée très, très claire de où ils veulent se retrouver au début de leurs études. Donc, je vais parler un peu du profil type. Là, ça ressemble à quoi un peu un étudiant qui rentre en chimie? Et bien sûr, qui de mieux placé qu'un ou une étudiante pour parler un peu de ce qui l'intéresse à la chimie? Donc, tout de suite après que j'aurai présenté ça, je passerai la parole à Marie-Rose qui a terminé son baccalauréat en chimie dernièrement. Elle pourra vous donner un peu là, sa vision là, de la chimie en tant qu'étudiante qui est passée du collégial à l'université et maintenant qui est rendue à la maîtrise. Donc, je pense que ce que ça prend pour avoir de l'intérêt en chimie, c'est un grand désir de comprendre là, la constitution et les caractéristiques de la matière. C'est quelque chose, vous cherchez à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, ben, c'est très certainement une caractéristique qui est très intéressante. Aimer observer des phénomènes et les comprendre, je crois que ça aussi, c'est à la base d'à peu près tout domaine scientifique. Je dirais que le chimiste, il a besoin d'être rigoureux et méthodique. Donc, si vous aimez faire des recettes, et les suivre très précisément, c'est un bon signe pour un chimiste. Moi, je ne m'écarte jamais d'une recette lorsque je la fais. Là. Je suis à la lettre ce qui est écrit. Je me dis quelqu'un a travaillé fort pour mettre ce protocole-là en place. Donc, je dois être méthodique et rigoureux lorsque je le fais. Il faut avoir une bonne concentration et une bonne capacité d'observation aussi. Donc, souvent dans la chimie, c'est des détails fins qui vont changer, qui vont faire toute la différence sur le processus de compréhension. Donc, il faut être bon pour observer ces petites différences-là. Il faut avoir une bonne dextérité manuelle. On va travailler beaucoup dans le laboratoire avec des instruments et autres. Donc, aimer travailler manuellement, c'est quelque chose qui est utile aux chimistes. Et finalement, il faut être polyvalent et travailler en équipe. Vous l'avez vu dans notre exemple tout à l'heure. Le chimiste, il va travailler avec des biochimistes, avec des pharmaciens, avec des médecins, avec des ingénieurs, avec des architectes, des archéologues. Il y a toutes sortes de disciplines qui nécessitent des connaissances en chimie. Et donc, le chimiste va être vraiment un point central autour de toutes ces disciplines-là. Donc, il faut aimer travailler en équipe. Donc, je prends une pause de parler pendant quelques secondes et je prête la parole à Marie-Rose qui va vous parler un peu de son parcours. Donc, bonjour, moi c'est Marie-Rose Ouellet-Duberger. Puis, je viens de terminer mon baccalauréat en chimie biopharmaceutique. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la chimie organique. C'est le programme qui me permettait d'en faire le plus. Puis, j'ai aussi fait le profil international. Donc, en fait, moi, j'ai choisi de partir pendant 2 sessions à Bordeaux. Donc, c'était l'université partenaire avec le département de chimie. Donc, c'est ça, j'ai fait 2 sessions. Donc, j'ai continué mon parcours vraiment en chimie biopharmaceutique, mais à Bordeaux. Là, en fait, c'était la COVID, là, donc je suis revenue un peu plus tôt que prévu, mais j'ai quand même réussi à faire au moins 7 mois. Pardon, je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière. Pardon. Oui, puis si je fais un peu écho à ce que Dominique vient de dire sur le profil type, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est surtout ma grande curiosité qui m'a poussée à m'inscrire en chimie. Donc, c'était vraiment pour, en fait, essayer d'aller au bout de cette curiosité-là. Donc, je me posais toujours plein de questions. Mais ensuite, quand on se rend compte, en commençant à étudier en chimie ou même juste dans les sciences, que plus on apprend, plus on va avoir d'autres questions. Donc, en fait, c'est un cycle interminable. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai continué à la maîtrise, parce que je ne me voyais pas, en fait, arrêter au baccalauréat, parce que je trouvais que j'avais beaucoup d'autres questions encore, peut-être même plus que quand j'ai commencé. Sinon, un point peut-être que je dirais un peu différemment sur l'esprit rigoureux et méthodique, c'est sûr qu'il faut être rigoureux, mais ce qui est bien des sciences, c'est qu'il y a une méthode qui est tellement bien établie qu'on peut, même si on n'est pas une personne très organisée, comme moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement la personne la plus organisée, mais il y a une méthode sur laquelle je peux me baser qui me permet de faire un travail qui est rigoureux et organisé. Donc là-dessus, moi, je dirais un peu différemment. Puis, oui, en fait, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Rose, là, pour cette petite tranche de vie. Donc, voyez, et donc, ça démontre aussi qu'il faut faire attention là, dans les profils types. Là, il y a toutes sortes de personnalités et on peut retrouver. Donc, il faut bien comprendre ça.
Donc, continuons un peu dans notre parcours là, au niveau du département de chimie. Donc, ça va fonctionner. Oui, donc le cheminement, je me suis permis de mettre ça parce que je pense que c'est quand même intéressant à partir du cégep jusque où est-ce qu'on peut aller en chimie. Donc, normalement, là, au niveau du cégep, Nathalie l'a mentionné, là, c'est soit un DEC en sciences ou en lettres et arts ou encore un DEC en sciences de la nature ou certains DEC techniques. Sinon, on doit faire un peu de scolarité préparatoire avant de rentrer au baccalauréat. Lorsqu'on arrive au baccalauréat, ben nous, au département de chimie, on a 5 baccalauréats et 3 profils. Donc, si vous faites le calcul rapide, là, ça vous donne 15 opportunités particulières de terminer votre baccalauréat avec un ou l'autre des baccalauréats et un ou l'autre des profils. Typiquement, la durée est de 3 ans, donc 6 trimestres. Par la suite, on a environ la moitié de nos étudiants qui terminent et qui vont directement sur le marché du travail. L'autre moitié, essentiellement, vont continuer à la maîtrise. Donc, c'est une spécialisation dans un domaine particulier. Donc, dans le cas de Marie-Rose, c'est en chimie biopharmaceutique. On parle d'une durée d'environ 2 ans là, pour ce qui est de la maîtrise. Et de ça, il y a environ 10 des étudiants qui vont continuer au doctorat. Et donc, le doctorat, bien là, c'est une spécialisation supplémentaire qui va durer environ 3 ans là, ou 9 trimestres. Finalement, il y a une faible proportion de ces gens-là qui vont désirer poursuivre jusqu'au post-doctorat. Ça, c'est le plus haut niveau de spécialisation possible dans le domaine de la chimie. Souvent, on va viser le post-doctorat soit pour des emplois très particuliers là, dans certains domaines de la chimie ou encore pour l'enseignement universitaire là, et la recherche universitaire. Donc, ça vous donne un peu le portrait de ce que peut avoir l'air le cheminement académique en chimie. Donc maintenant, si on regarde un peu plus en détail de quoi a de l'air le baccalauréat ou les baccalauréats en chimie, donc on parle d'un certain nombre de cours obligatoires, que ce soit en chimie organique, analytique, physique, théorique, en spectroscopie moléculaire, en biochimie, en lien avec les risques et les dangers et la gestion des matières dangereuses. On a également des cours que j'appellerais de formation générale et personnelle qui permettent à l'étudiant de, oui, avoir des connaissances en chimie, mais aussi d'être apte à intégrer le marché du travail. Donc, on demande un niveau d'anglais. Donc, s'il n'est pas suffisant, on imposera à l'étudiant un certain nombre de cours d'anglais. On a un cours d'éthique et de gestion, un cours de mathématiques et des cours de communication scientifique pour aider l'étudiant justement à parfaire ses compétences générales-là qui sont utiles. Finalement, on a des cours de spécialisation et donc c'est vraiment là que chacun des programmes de baccalauréat là, va se séparer. Les cours de spécialisation sont distincts pour chacun des baccalauréats et donc vont permettre de poursuivre une formation approfondie dans un sujet ou des sujets là, spécialisés. Donc, il y a possibilité de faire 6 cours ou encore 5 cours et un cours de projet ou d'initiation à la recherche qui permet à l'étudiant vraiment là, de travailler ses compétences de chimiste en termes au laboratoire. Donc, si on regarde justement un peu les laboratoires, donc ici, vous avez les photos de nos nouveaux laboratoires de chimie qu'on a ouvert et qu'on a présenté il y a quelques années. Donc, vous pouvez voir là, on fait quoi dans ces laboratoires-là? Bien, ce sont des espaces inspirants avec des parcs d'instruments à la fine pointe de la technologie. Et dans le cadre du baccalauréat, il y a 6 laboratoires qui sont obligatoires pour les étudiants, peu importe le cheminement en chimie qu'ils prendront. Donc, ils auront la chance de travailler en laboratoire là, pendant une bonne partie de leurs études. Il y a également l'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage et d'études qui va permettre aux étudiants d'aller compléter leur formation. Il y a des salles collaboratives là, qui permettent de faire du travail en équipe. Bon, peut-être pas pendant le COVID, mais maintenant, avec la réouverture, ils vont pouvoir faire du travail collaboratif. Et bien sûr, on essaie toujours que la formation soit en adéquation avec les besoins des employeurs pour permettre justement là, le recrutement facilement de nos étudiants. Si on regarde justement un peu là, cette expérience étudiante-là du point de vue de se préparer pour le marché du travail, bien, en fait, on offre des expériences étudiantes là, qui sont soit sur le terrain ou au laboratoire, qui représentent entre autres une initiation à la recherche. Donc, c'est un stage qui est fait en milieu académique sous la supervision d'un professeur et qui est rémunéré. Donc, normalement, c'est fait pendant la période estivale. Donc, ça permet à l'étudiant de ne pas rallonger la durée de ses études, mais en plus de terminer son baccalauréat avec une expérience en main de recherche là, au niveau académique. Sinon, il y a également la possibilité de faire des stages Sigma+, comme Nathalie l'a mentionné. Donc, on peut en faire de 1 à 4 et c'est normalement fait pendant la période estivale. Et une des choses qui est unique au programme de chimie et au Québec là, à l'Université Laval, c'est la possibilité de faire un PSI. Donc, c'est un programme de stage industriel qui a
qui dure 1 an. Donc, l'étudiant, dans ce cas-ci, il interrompt ses études pendant 1 an, s'en va sur le marché du travail, travaille comme un chimiste dans l'entreprise et il compte des crédits en lien avec sa formation et puis il revient et il peut compléter son baccalauréat. Donc, en plus de terminer son baccalauréat, oui, en 4 ans, mais après cette 4e année-là, en plus, dans sa poche, il y a une expérience d'1 an en entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Donc, qui sont les employeurs potentiels là, pour les chimistes? Oups, excusez, je suis allé un peu vite, je m'en excuse. Je ne sais pas si Nathalie, tu peux me reculer la setup, s'il te plaît. Donc, que ce soit des laboratoires gouvernementaux, paragouvernementaux, que ce soit dans les domaines du matériau, pâte et papier ou autres fabrications là, de produits, que ce soit dans le domaine de la cosmétologie, le pharmaceutique ou le paramédical, le domaine environnemental ou l'industrie minière, là, les chimistes sont des scientifiques recherchés et les perspectives d'emploi, comme je l'ai mentionné précédemment, sont très intéressantes. Donc, regardons un petit peu les thématiques de recherche qui sont offertes à l'Université Laval. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité de faire des stages en recherche, donc que ce soit dans le domaine de la chimie organique ou biopharmaceutique, chimie physique et des matériaux, chimie inorganique ou chimie analytique et environnementale. La recherche qui se fait à l'Université Laval, elle est à la fine pointe des avancées technologiques dans le monde. Et donc, il y a la possibilité pour l'étudiant, même au baccalauréat, de faire une contribution au niveau de la recherche là, à un niveau mondial. Et donc, juste pour terminer ma présentation, bien, je vais vous montrer là, que les chercheurs qui sont présents à l'Université Laval, qui sont également des professeurs qui enseignent à nos étudiants, là, bien, ils font avancer le savoir scientifique là, à l'échelle mondiale. Et donc, on peut passer à des nouveaux médicaments, des produits naturels, l'électronique verte, des matériaux avancés, la valorisation du CO2, la revalorisation des déchets. Ce sont des problématiques que les chercheurs et mes collègues au département de chimie là, travaillent activement. Donc, ça fait le tour un peu de ce qu'offre le département de chimie. Donc, je passerai la parole maintenant à Carl qui pourra vous parler du département du génie chimique. Oui, merci Dominique. Donc, pour ce qui est du génie chimique, maintenant, c'est probablement une des disciplines du génie qui est la plus méconnue. Par contre, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous convaincre que c'est une des plus flexibles, versatiles, et on retrouve des ingénieurs chimistes à peu près dans tous les secteurs industriels. Et tous les produits de commodité que vous utilisez tous les jours, que ce soit du savon à vaisselle, votre cellulaire, etc., il y a un ingénieur chimiste qui a travaillé sur la production de ces produits-là. Donc, je vais commencer en essayant de donner une définition de ce que c'est que l'ingénieur chimiste. Bien, souvent, on parle aussi d'ingénieur chimiste, mais il y a un synonyme aussi qui est génie des procédés. Donc, parce qu'on travaille justement sur des procédés à l'échelle industrielle. Si on veut tenter de donner une définition, on pourrait dire que c'est la science de la mise en œuvre des procédés de transformation de matières premières en produits finis. Donc, en gros, ce qu'on fait, on prend des matières premières, peu importe ce qu'elle est, et on va développer un processus de transformation pour obtenir des produits finis avec une certaine qualité qu'il faut satisfaire, puis une certaine production aussi. Alors, je vais, en parlant de procédés, pour essayer de démystifier tout ça, bien, la prochaine diapo, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est un exemple, en fait, d'un produit de transformation de biomasse. Donc, voilà. Donc, c'est un procédé qu'on appelle un procédé de production de bioéthanol. Le bioéthanol, c'est un carburant qui est utilisé en certaines proportions présentement là, dans les essences que vous utilisez tous les jours. Et donc, ça, c'est ici donc, notre matière première pour le fabriquer, entre autres. Il y en a d'autres, mais ça peut être des grains de maïs, entre autres. Puis il y a d'autres sources aussi pour le fabriquer. Donc, ça, c'est notre matière première. Le produit fini qu'on veut faire, bien sûr, c'est un produit transformé qui est le bioéthanol. Et pour passer de l'un à l'autre, bien, on doit agencer une série d'étapes de transformation. Donc, ce qu'on doit commencer par faire, c'est prendre les grains de maïs, par exemple, les broyer pour faire ressortir les sucres qui sont importants. Ce sont des sucres qui sont très, très complexes comme molécules. On va passer ensuite à une étape de saccharification où là, on va prendre ces molécules-là qui sont très complexes, puis on va les briser en plus petites molécules qui vont pouvoir être transformées par des levures dans une autre étape, qui est une étape de fermentation, où là, c'est une réaction biochimique qui va se produire. On va, si on peut dire, digérer ces sucres-là et les transformer en bioéthanol.
Donc, à la fin de cette étape-là de réaction, donc on va se retrouver, le bioéthanol ne sera pas pur, il va se retrouver en compagnie de plein d'autres molécules. Donc, on va devoir passer une étape de purification qui va permettre de purifier le bioéthanol jusqu'à une concentration, une qualité là, qui va permettre de servir comme additif à l'essence, par exemple. Et ainsi, on va obtenir le produit que l'on désire. Et dans à peu près tous les procédés de fabrication, il y a toujours des rejets. Hein, quand on fabrique un produit, il y a des rejets qu'on peut souvent réutiliser pour faire un autre produit, puis c'est le cas ici. Donc, il y a des rejets que l'on retrouve au niveau de notre étape de séparation, que l'on peut transformer différemment pour obtenir des suppléments alimentaires pour le bétail. Donc, ça vous montre un exemple, en fait. Puis, l'ingénieur chimiste là-dedans, donc, ce qu'il doit faire, c'est, donc, avec une matière première puis des produits à fabriquer, il doit d'abord déterminer quelles seront les grandes étapes de cette transformation-là. Il va devoir choisir les équipements qu'on va avoir besoin dans chacune des étapes, voir comment on va interconnecter tout ça, agencer tous ces équipements-là et décider des conditions d'opération, des températures, des pressions, des débits un peu partout pour s'assurer de produire le produit que l'on désire, le bioéthanol, avec la qualité que l'on désire. Donc, quand on parle d'un procédé, on parle d'une séquence de ce qu'on appelle des opérations unitaires qui, ensemble, vont faire un procédé de transformation. Là, je vous ai donné un exemple ici de la production de bioéthanol, qui est ce qu'on appelle une bioraffinerie. Je vais vous donner quelques autres exemples et c'est loin d'être exhaustif. Donc, on va prendre un exemple que vous connaissez tous. Donc, un exemple de matière première qui est le pétrole brut. Hein, on a une raffinerie de pétrole, là, donc Valero, juste sur la rive sud de Québec. Il y en a d'autres à Montréal. Donc, c'est une matière première que l'on veut transformer. Bien sûr, on veut faire de l'essence, du kérosène, du gaz, propane, etc., des huiles, des graisses. Mais on va avoir besoin d'une raffinerie qui est un procédé de transformation qui va permettre de fabriquer ces produits-là. Et bien sûr que le mandat de l'ingénieur chimiste aujourd'hui, c'est bien sûr d'essayer de se libérer un peu là, du pétrole et fabriquer essentiellement, produire l'énergie, produire les molécules qui nous intéressent. Donc, à partir de sources renouvelables et qui vont permettre essentiellement d'assurer une production plus durable. Donc, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, en utilisant par exemple de la biomasse, ce n'était pas de la biomasse forestière, mais on peut, avec toutes sortes de biomasse, de la biomasse forestière entre autres, produire de l'énergie, produire des molécules d'intérêt commercial qu'on appelle de la chimie verte. Donc, au lieu de se sourcer à partir du pétrole, on va aller se sourcer à partir de matières renouvelables, qui est de la biomasse. Et vous voyez chimie verte ici. Donc, Dominique en a glissé un mot tout à l'heure. Donc, les chimistes vont travailler à l'élaboration de la synthèse de ces produits chimiques-là. Nous, on va les produire à grande échelle. Donc, je mentionne quand même d'autres domaines, par exemple, matière première, le minerai. On veut en faire des métaux, donc des procédés d'extraction et de transformation des minerais. Produits, si on va dans le domaine pharmaceutique, maintenant, matière première, il y a des ingrédients actifs et des excipients. On va développer un procédé pour en faire des médicaments. Dans le domaine biopharmaceutique, on va utiliser des bactéries, des virus, des cellules. Donc, c'est notre matière première pour fabriquer, par exemple, des vaccins. Et dans le domaine environnemental, donc notre matière première, ce sont des eaux usées, des gaz de cheminée dans lesquels on va retrouver des gaz à effet de serre. Et on va développer des procédés qui vont permettre d'obtenir de l'eau purifiée et de l'air purifié, en fait. Donc, ça ici, ce sont des exemples non exhaustifs, mais encore une fois, donc différentes matières premières, différents produits finis, mais les procédés, bien sûr, l'ingénieur chimiste qui va travailler dans tous ces domaines-là va devoir concevoir des procédés qui vont être différents, bien sûr, pour chacun de ces domaines-là. Mais c'est pour cette raison-là qu'on va retrouver des ingénieurs chimistes un peu partout là, dans l'industrie. Il est le spécialiste de la conception des procédés et mise à l'échelle, opération à l'échelle industrielle. Donc, dans ce qui va suivre maintenant, donc, je vais vous parler un peu je vais revenir un peu sur ce qu'on a dans la mise en contexte que Dominique a fait tout à l'heure. On a parlé de la mise à l'échelle, mais quand on associe souvent la mise à l'échelle à l'ingénieur chimiste, pourquoi? Parce que donc, on va développer tout d'abord un procédé à l'échelle de laboratoire, en collaboration, bien sûr, principalement avec des chimistes. Ensuite, donc, lorsqu'on va vouloir aller vers l'étape commerciale, bien, il va y avoir une étape intermédiaire où là, on va devoir développer un procédé à l'échelle qu'on appelle pilote.
et pour se rendre ensuite à l'échelle industrielle. Donc, l'ingénieur chimiste, c'est le spécialiste qui va permettre essentiellement de catalyser ces passages-là d'une échelle à l'autre pour se rendre à l'échelle industrielle. Maintenant, donc, je vous ai présenté plusieurs exemples de procédés dans différents domaines. Donc, vous vous doutez certainement que les secteurs d'emploi sont aussi très diversifiés. Donc, sur la diapo que vous avez présentement, je vous donne des exemples de domaines industriels et entre parenthèses, vous avez des exemples de compagnies. On balaie très, très large en génie chimique, que ce soit pâte et papier, pétrole, pétrochimie, qui sont vraiment des domaines qui sont classiques du génie chimique, mais dans lesquels on essaie de se tourner vers des procédés qui sont moins polluants, plus durables. Donc, et on retrouve aussi des ingénieurs chimistes au niveau de la production de métaux, production de ciment, environnement, pharmaceutique, production de vaccins. Donc, au niveau de l'alimentation, nucléaire, semi-conducteurs, donc les cellulaires que vous possédez. Donc, il y a un ingénieur chimiste qui a mis la main à la pâte. Bureau de génie conseil aussi pour la conception des procédés, les gouvernements, les centres de recherche et donc des institutions d'enseignement. Donc, les secteurs sont très, très diversifiés. Donc, j'en profite aussi pour, le but de la présentation, c'est vraiment de faire la différence entre la chimie et le génie chimique, mais je vais en profiter aussi pour faire un lien avec d'autres disciplines du génie, parce qu'on se fait souvent poser des questions par les étudiants. Bon, quel est le lien, par exemple, entre génie chimique et génie alimentaire, génie des eaux, génie biotechnologique? Donc, je vais prendre quelques instants pour essayer de clarifier tout ça. La première des choses, génie alimentaire, c'est une discipline du génie dans laquelle il y a des procédés qui vont être conçus pour faire de la production d'aliments à grande échelle. Donc, on peut penser biscuit Leclerc, par exemple. Là. Donc, il va y avoir des ingénieurs alimentaires qui vont travailler au contrôle de qualité puis à l'opération de ce procédé-là. Génie des eaux, ce sont des ingénieurs qui vont se consacrer à l'eau, donc que ce soit production d'eau potable, traitement des eaux usées, réhabilitation, etc. Donc, ils vont vraiment être spécialisés au niveau du domaine des eaux. Génie biotechnologique, génie biotechnologique, c'est intimement lié à génie chimique, en fait. Nous avons une concentration, nous, biotechnologique, dans notre baccalauréat. Donc, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est parce qu'il faut dire qu'il y a des ingénieurs chimistes qui travaillent dans ces trois domaines-là. Ce que je dis souvent aux étudiants, c'est si le domaine alimentaire, c'est vraiment ce qui t'intéresse, tu vas faire ta carrière au complet dans ce domaine-là, tu vas aller t'inscrire en génie alimentaire. Même chose, si c'est les eaux qui te passionnent, puis tu veux passer ta carrière dans ce domaine-là, génie des eaux. Par contre, si vous n'êtes pas certain, si vous voulez avoir la possibilité de changer d'un domaine à l'autre en cours de carrière, bien vraiment, génie chimique, c'est la meilleure option dans laquelle vous pouvez, avec un minimum de formation, travailler dans d'autres disciplines parce que notre formation est suffisamment générale pour le faire. Je veux faire un lien aussi avec génie industriel. Donc, il y a des programmes complets en génie industriel. Par contre, l'ingénieur chimiste, donc en tant que spécialiste des procédés, de l'opération des procédés, souvent, encore une fois, avec formation minimale, là, va pouvoir faire du travail d'ingénieur industriel. Donc maintenant, je veux en profiter aussi pour revenir sur l'implication et l'importance cruciale des chimistes, mais aussi des ingénieurs chimistes là, dans nos grands enjeux de société. Vous en voyez trois ici, donc les changements climatiques, production d'énergie verte, les matériaux plastiques, la santé. Au niveau des changements climatiques, les ingénieurs chimistes vont travailler à développer des technologies de capture du CO2, de séquestration, développer des nouveaux catalyseurs aussi qui vont permettre de réduire les gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre à la source. On travaille aussi au traitement en conversion de la biomasse pour produire des énergies vertes. On développe aussi des matériaux qui vont permettre photosensibles et performants pour développer des panneaux solaires, des piles, des batteries. On travaille à la production de matières plastiques, mais aussi donc développer des méthodes de recyclage qui sont performantes, développer des biopolymères et des polymères qui sont biodégradables. Biopolymères parce qu'on veut s'affranchir de notre dépendance au pétrole pour la production de matières plastiques. Donc, on va introduire des biopolymères, biodégradables aussi, pour simplifier, bien sûr, le recyclage par la suite. Et on travaille aussi au développement de toutes sortes de matériel plastique là, à partir de matières renouvelables pour, encore une fois, diminuer notre empreinte environnementale.
Et au niveau de la santé, donc, on se retrouve au niveau de la production de vaccins, molécules thérapeutiques à grande échelle. Donc, bien sûr qu'on a à l'Université Laval, dans notre département, donc on a plusieurs chercheurs qui travaillent dans ces différents domaines-là. Il y a plusieurs compagnies aussi, des PME, des plus grandes compagnies qui sont développées pour essentiellement travailler dans ces grands enjeux-là. Et ce qui est important de retenir, c'est que pour qu'on soit capable de relever ces grands défis-là, il va falloir que les technologies qu'on développe soient adaptées à la production de masse, la production à grande échelle, et soient économiquement viables. Et ça, c'est la spécialité de l'ingénieur chimiste de s'assurer de ce travail-là. C'est pour cette raison-là que l'ingénieur chimiste va être au cœur de ces grandes solutions-là, en partenariat, bien sûr, avec les chimistes et d'autres disciplines du domaine. Donc, maintenant, les qualités requises. Donc, je vous dirais, bon, première des choses, intérêt et aptitude pour les sciences appliquées. Et là, je vais combiner mathématiques, chimie, physique et informatique. Capacité d'analyse scientifique et résolution de problèmes. Donc, l'ingénieur chimiste en industrie, une grande partie de son travail, c'est de résoudre des problèmes, de trouver des solutions. Et aimer travailler en équipe, parce que l'ingénieur chimiste va être au cœur d'une équipe, va souvent la diriger. Il va y avoir des membres de l'équipe qui vont être d'autres disciplines de génie, ingénieur mécanique, ingénieur électrique. Il va travailler avec des opérateurs, avec des techniciens, avec des chimistes. Donc, il faut vraiment aimer le travail en équipe multidisciplinaire. Et là-dessus, donc, je vais passer la parole à Adeline Paris, là, qui va nous permettre, permettre de clarifier un peu là, ce qui l'a motivé à faire son baccalauréat en génie chimique, puis ensuite poursuivre. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous là, de mon parcours qui n'est peut-être pas le plus typique d'un étudiant en génie chimique parce qu'au préalable, quand j'étais au cégep, je ne savais pas trop ce que je voulais faire directement. Donc, je m'étais inscrite en actuariat parce que j'aimais beaucoup les mathématiques, mais je me suis rendu compte qu'il manquait de concret dans ce programme-là. Puis, je me suis retournée à me dire qu'est-ce que j'aime réellement. Puis, je n'étais pas capable de décider entre mathématiques, chimie, physique, informatique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller en génie chimique puisque ça allie l'ensemble de ces différents domaines-là que j'aimais particulièrement. Donc, j'ai eu la chance, comme on l'a présenté précédemment, là, de commencer mon parcours à l'hiver, comme le programme se donne autant à l'automne qu'à l'hiver. Puis, j'ai fait mon parcours, au lieu de le faire sur 4 ans, je l'ai fait sur 4 ans et demi pour suivre la cohorte qui commençait en septembre avec moi. Mais c'est possible sans problème là, de le faire sur 4 ans. Pour ma part, c'est sûr que j'ai décidé d'aller aux études graduées parce que je souhaitais approfondir mes connaissances au niveau du génie chimique, surtout en analyse de données. Mais pour ce qui est de la plupart de mes collègues que j'ai côtoyés durant le cheminement, eux ont décidé d'aller directement sur le marché du travail dans différents domaines, là, comme il a été présenté auparavant. Donc, c'est pour ça que par la suite, moi, dans mon cas, j'avais une passion pour la découverte, aller chercher toujours de l'information plus loin. Puis, j'ai décidé de poursuivre mes études graduées de manière à pouvoir peut-être aller vers une carrière en enseignement universitaire parce que j'adore partager l'information avec les gens, puis le côté pédagogique. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour là, de mon cheminement en génie chimique. Merci Adeline, puis je vais renchérir là-dessus parce que moi-même, il y a beaucoup plus longtemps, donc quand j'étais au cégep, c'était un professeur de mathématiques au cégep qui m'a simplement dit, je vais exposer la problématique. J'aimais autant mathématiques, chimie, physique, informatique, et il m'a tout simplement dirigé vers génie chimique. Et donc, ça fait mon bonheur. Donc, probablement que lui, dans son entourage, connaissait déjà des ingénieurs chimistes. Donc, c'est de cette façon-là que je suis devenu ingénieur chimiste. Donc, oui, mathématiques, chimie, physique, aussi informatique. Pourquoi l'informatique? Parce qu'on utilise toutes sortes d'outils pour faire des calculs d'ingénierie. Un autre point aussi important, c'est que aujourd'hui, donc au niveau des procédés industriels, on récolte énormément de données sur l'opération de nos procédés, puis on veut utiliser ça pour résoudre des problèmes, pour contrôler la qualité, pour améliorer. Et donc, on a besoin essentiellement de connaissances informatiques, c'est de plus en plus important. Et je vais vous montrer un petit exemple aussi de ce qu'on utilise dans notre enseignement, mais aussi que les ingénieurs en pratique privée ou dans les compagnies d'ingénierie conseil vont utiliser des logiciels qui vont permettre de concevoir des procédés de transformation de la matière, des procédés chimiques, donc à l'aide de logiciels. Donc, c'est ce que vous avez. Vous avez une vue ici là, d'un logiciel que nous avons
d'un procédé qu'on a simulé par ordinateur, donc avant même que l'usine soit construite ou en opération. Puis on peut aussi faire ce travail-là pour une usine qui est en opération, puis voir comment on peut améliorer, économiser d'énergie, réduire les coûts, réduire notre empreinte environnementale. Donc, quelques verbes ici là, pour qualifier un peu la nature du travail d'ingénieur chimiste. Donc, concevoir des procédés, des solutions, superviser les opérations, superviser les équipes, analyser la performance d'un procédé, analyser un système, contrôler la qualité, contrôler les opérations, protéger le personnel, protéger les équipements, protéger l'environnement et gérer les équipes, gérer la production. Donc, le contexte de pratique, donc bien sûr que c'est plutôt travail en usine, donc avec donc des équipes multidisciplinaires, comme j'ai parlé tout à l'heure, beaucoup de travail de résolution de problèmes, amélioration des performances, amélioration continue. Donc, ça définit un peu plus le contexte de pratique de l'ingénieur chimiste. Maintenant, on va parler un peu de notre programme d'études en génie chimique à l'Université Laval. Donc, tout à l'heure, Dominique nous a présenté les laboratoires de chimie. Bien, je vous présente maintenant les laboratoires de génie chimique, donc très différents. Ce que vous voyez ici, donc, ce sont tout simplement des répliques à plus petite échelle d'équipements qu'on utilise à grande échelle, par exemple, pour transférer de la chaleur, faire des contacts gaz liquide, faire des séparations, etc. Donc, nous, dans notre programme, donc, on a 3 cours de laboratoire et ce sont au laboratoire. Donc, on travaille vraiment sur des équipements de grande échelle qui ont été fabriqués là, à petite échelle pour vraiment bien comprendre et maîtriser les différents phénomènes, les différentes étapes de transformation de la matière. Donc, quelques avantages qu'on pourrait citer là, de notre programme à l'Université Laval. La première des choses, on travaille avec des petites cohortes. Donc, j'ai mis 20-35 étudiants. Ça varie d'une année à l'autre, mais ça nous permet d'avoir une très, très grande proximité, de bien connaître nos étudiants. Ça, c'est un avantage. Les taux de placement qui sont très élevés. Donc, je vous donne ici quelques chiffres qui sont la source, c'est le service de placement de l'Université Laval. Donc, les offres d'emploi, essentiellement, qui sont toujours très élevées pour génie chimique. Donc, bien sûr, notre programme mène une affiliation à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les stages en milieu pratique, on en a parlé tout à l'heure. Donc, 1 obligatoire, 3 optionnels. Donc, ils sont tous rémunérés. Et vous avez ici un aperçu de l'offre de stage à chaque année pour nos ingénieurs. Donc, vous voyez que les offres de stage sont toujours beaucoup plus élevées là, que le nombre d'étudiants là, qui veulent se prévaloir d'un stage là, à chacune des sessions. La première année est complètement offerte à distance. On a une concentration en génie biochimique et environnemental. Notre profil international actuellement, on a une entente avec l'Université catholique de Louvain. Donc, il y a un programme de génie chimique là-bas. On a déjà quelques étudiants là, qui ont dépassé 1 ou 2 sessions là-bas. Donc, je veux quelques instants parler des projets étudiants. Donc, nos étudiants travaillent participent beaucoup dans un projet qui a été initié par l'Institut américain de génie chimique, donc qui s'appelle Chemicar, où là, les étudiants doivent concevoir des petits véhicules qui sont propulsés et arrêtés par une réaction chimique et toutes sortes de contraintes, comme ils doivent transporter un certain poids d'eau. Et donc, ils ont nos équipes à l'Université de Laval, malgré que notre participation est quand même date de pas si longtemps que ça, 2014. Donc, on a toujours très, très bien performé dans les compétitions régionales aux États-Unis. Ils sont même passés à l'étape nationale et même mondiale, donc à Barcelone en 2017. Et on doit accueillir, si la pandémie le permet, donc en 2022, donc la compétition régionale ici à Québec. L'autre équipe de projet étudiant dans laquelle nos étudiants participent, c'est l'équipe de traitement des eaux de l'Université Laval, où on doit donc traiter des eaux usées et atteindre une certaine qualité pour l'eau traitée en utilisant ce qu'on peut dire des équipements que vous pouvez acheter dans une quincaillerie à toute fin pratique. Maintenant, donc, dans la dernière partie de ma présentation, je veux me concentrer un peu plus sur les perspectives d'emploi. Donc, on est chanceux. Il y a une étude de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui est tout récente, tout chaude, encore une fois, qui a été publiée en avril 2021, qui s'appelle « Profil de l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain ». Donc, une étude socio-économique qui nous fournit une foule de données là, sur non seulement la carrière de génie chimique, mais toutes les carrières, toutes les disciplines du génie, en fait. Mais ce que je vais vous montrer ici, dans un premier temps, dans un tableau où on voit
voit vraiment les projections dans le futur là, de la demande pour les ingénieurs chimistes. Donc, ce qu'on voit sur l'horizon 2019-2030, donc on voit une augmentation là, de 54 de la demande pour les ingénieurs chimistes. Et si vous prenez le temps de regarder cette colonne-ci du tableau, là, donc en génie chimique, c'est nous qui avons la plus forte croissance prévue. Donc, la deuxième plus forte croissance prévue après, donc bien sûr, tous les professionnels du génie qui sont spécialisés en informatique. Dans le tableau de droite, donc ce que vous voyez ici, ingénieur chimiste, donc on a utilisé un code de couleur là, pour montrer surplus, déficit, donc au niveau de l'ensemble du Québec, donc l'adéquation offre et demande. Ce que vous voyez ici, donc génie chimique est en rouge foncé, donc vraiment un déficit important qui est prévu au niveau de l'ensemble du Québec. Dans cette même étude-là, donc, on identifie les tendances technologiques. On parle beaucoup de l'utilisation de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle les données massives, donc l'apprentissage machine, etc. Donc, essentiellement parce qu'au niveau des procédés chimiques, on génère de grandes masses de données. On veut utiliser ces données-là justement pour améliorer les performances de nos procédés. Donc, il y a de plus en plus d'ingénieurs chimistes là, qui vont se former à ces méthodes-là. Et au niveau des industries de l'avenir pour l'ingénieur chimiste, donc, ce qui est prévu, bien sûr, c'est production et stockage d'électricité verte, principalement au niveau du développement de fabrication de batteries. Et comme carburant, donc on parle beaucoup d'hydrogène et de biocarburant là, pour l'avenir, qui sont et on va les produire de sources renouvelables dans le respect, bien sûr, là, dans l'environnement, donc de façon durable. Donc, pour ce qui est de ma dernière diapo, donc la rémunération, encore une fois, chaque année, donc un organisme Génium 360 qui est associé à l'Ordre d'ingénieurs du Québec publie des études de rémunération. Donc, c'est la plus récente à ce jour. Donc, ce que vous pourrez voir, en fait, c'est qu'au niveau, pour ce qui est de génie chimique, donc on est toujours là, donc, dans les salaires moyens, on est toujours parmi les salaires qui sont les plus élevés là, parmi les autres disciplines du génie. Voilà, donc nous sommes maintenant à la période de questions. Donc, je vais passer la parole à Nathalie pour la suite. Oui, merci Carl et merci à vous tous. Alors maintenant, on serait rendu à la période de questions. Alors, s'il y a des gens intéressés, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je vais tenter de faire, c'est de vous permettre d'ouvrir micro et permettre aux participants. Donc, je crois que vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras. Alors, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à échanger, à nous poser vos questions. On profite de cette période d'échange justement là, pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, autant sur nos programmes de chimie, de génie chimique, que ce soit les programmes de formation ou les carrières. Là, on est ici là, pour échanger. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Madame Bussière. Oui, bonjour. Oui, Nathalie. Ça ne fonctionne pas? Attends. Modifier, c'est pas ça. Là, j'essaie. Est-ce qu'elle est toujours sur mute? Non. Voilà, je pense que ça pourrait fonctionner. Oui, parfait. Ah, merci. Voilà. En fait, c'est fort intéressant. Je vous remercie là, de nous présenter les différences entre les deux programmes et aussi avec les autres. J'aurais une question pour M. Duchesne. Dans votre dernière présentation, là, vous avez parlé de l'intelligence artificielle en génie chimique. Je suis quand même curieuse de vous entendre là, par rapport à l'intelligence artificielle et la place de l'ingénieur chimique dans ce secteur-là. Oui, bien, je vous dirais que ce sont des outils supplémentaires là, pour nos ingénieurs chimistes. C'est sûr que dans tout le gros du développement donc en intelligence artificielle vient surtout du domaine informatique. Mais nous, au niveau opération des procédés et tout ça, donc on doit travailler avec une panoplie de données qui viennent de différents capteurs, de différentes unités un peu partout dans une usine. Et on doit de plus en plus avoir des outils
et se former à l'utilisation de ces données-là pour justement, on va en tirer profit pour améliorer notre opération. Donc, disons que pour le moment, c'est une formation qui est plutôt acquise comme spécialisation, je dirais au niveau maîtrise, doctorat, mais donc, donc dans les années prochaines, là, ce qui va devoir se passer, c'est que ces techniques-là vont devoir percoler là, jusqu'au baccalauréat, en fait, pour donner au moins donc, des outils de base aux étudiants là, pour pouvoir, bien sûr, valoriser toute cette information-là. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Moi, on a reçu une question dans le chat. Là. Alors, ce serait pour Dominique. Pour le bac en chimie, qu'est-ce qui explique l'importante proportion des étudiants qui poursuivent à la maîtrise? Est-ce qu'il y a un lien entre les perspectives d'emploi des bacheliers? En fait, oui et non. En fait, par rapport au taux de placement, les taux de placement sont excellents là, au niveau du baccalauréat. En fait, je pense que c'est souvent les visées des étudiants. Donc, comme le baccalauréat est de 3 ans, de rajouter 2 ans de formation, c'est pas très long. Donc, il y en a beaucoup qui visent ça, qui ne se sentent pas nécessairement toujours prêts là, à s'attaquer au marché de l'emploi. L'autre chose aussi, c'est que les débouchés, on ne débute pas au même endroit nécessairement si on a un baccalauréat versus maîtrise, doctorat. Donc, souvent, les gens qui terminent au baccalauréat, ils vont avoir ce que je vais appeler. Oups. Ils vont avoir des emplois peut-être un peu plus orientés vers le laboratoire et plus on va acquérir des connaissances, des compétences et des diplômes, bien souvent, on va plutôt se retrouver vers des postes de gestion. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Je dirais aussi que le domaine biopharmaceutique pousse peut-être un petit peu plus cette perspective-là. Donc, souvent, on va plutôt engager les gens avec la maîtrise, doctorat dans le domaine biopharmaceutique. Donc, ça pourrait être des facteurs là, qui expliquent. Ceci dit, ce n'est pas les perspectives d'emploi pour les chimistes de façon générale là, qui sont en cause là-dedans. Je pense que c'est beaucoup plus sur l'emplacement où on désire rentrer dans la compagnie. Donc, est-ce qu'on désire rentrer directement dans le laboratoire ou si on a des visées un peu plus de gestionnaire, bien, la maîtrise doctorat nous permet d'aller chercher ça. Je pense que ça répond à la question. Parfait. D'autres questions, d'autres participants nous ont demandé si la capsule, si la présentation d'aujourd'hui allait être diffusée. Oui, ce sera les membres du comité organisateur, probablement du bureau du recrutement étudiant de l'Université Laval, qui pourra vous envoyer le lien vers l'enregistrement de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, si malheureusement vous vous êtes connecté un petit peu en retard dû aux petits problèmes techniques que nous avons eus au début de la présentation, soyez sans crainte, vous allez pouvoir rattraper, reprendre les contenus du début de la présentation. Une autre question nous a été transmise par Mme Blanchet. Pouvez-vous nous donner un exemple de nanomatériaux? Donc, peut-être que là, c'est aussi Dominique qui est... Oui, ben, je peux commencer. Carl pourra compléter. Donc, écoutez, dans le type de nanomatériaux, ce qu'on voit, par exemple, c'est dans le domaine, par exemple, du cosméceutique. Donc, on va essayer d'inclure, par exemple, des vecteurs. Donc, ça pourrait être, par exemple, des petites microbilles de silice qui vont permettre, par exemple, la distribution plus homogène, disons, d'un ingrédient actif dans une crème ou des choses comme ça. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la technologie. Donc, par exemple, un exemple très concret, c'est les écrans OLED et Quantum Dot là, que vous pouvez voir quand vous achetez des télévisions. Donc, à la base, c'est des chimistes qui ont développé les caractéristiques là, de ces nanoparticules-là qui sont des recouvrements, des coquilles par-dessus des cœurs. Et bien sûr, ben, après ça, ben, pour en faire des quantités suffisantes là, pour générer des appareils électroniques, ben, souvent, c'est l'ingénieur chimiste qui va dire OK, ben, le chimiste, il est parti avec sa petite recette. Donc, je pourrais donner l'exemple très concret, c'est comme faire des gâteaux à la maison, d'accord? Donc, le chimiste, il fait ses petits gâteaux à la maison, puis il dit OK, là, j'ai trouvé là, le type de gâteau, mais pour aller les vendre chez Métro, ça y en prend une quantité plus grande que ce qu'il est capable de faire. Et c'est souvent là que l'ingénieur chimiste là, va venir permettre la mise à l'échelle, soit pilote ou même industrielle de ce composé-là. Donc, on travaille beaucoup sur les mêmes choses. Donc, vous avez vu les problématiques dans la présentation de Carl et de moi sont les mêmes, hein, des enjeux environnementaux, plus verts, meilleurs pour l'environnement. C'est souvent l'échelle qui va être peut-être un peu plus différente. Donc. Alors, ça a répondu à vos questions. Carl, tu avais quelque chose à ajouter ou tout est... Non, ben moi, je pense que c'est
d'autres exemples, on peut avoir ce qu'on appelle des nanotubes de carbone, là, donc qui sont des molécules là, qu'on va utiliser. Les nanomatériaux en général, les nanomatériaux en général ont des propriétés particulières. Là, on essaie d'exploiter ça là, pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, tout simplement. Bon, alors, je pense que ça fait le tour des questions qu'on a reçues dans le chat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient prendre la parole, qui aimeraient ouvrir leur micro, leur caméra pour poser une dernière question, ou si ça fait le tour, si notre présentation a répondu à toutes vos interrogations sur les deux formations, les deux domaines de formation? Bien. Alors, plus de questions? Allô? Oui, allez-y. Bonjour. Dernière, bonjour. Dans le fond, quand on voit première année, possibilité de le faire entièrement à distance, est-ce que c'est une possibilité ou c'est tu as le choix? Les étudiants ont le choix. OK, ils peuvent être en présence ou à distance. Oui, donc c'est un cheminement qu'on a adapté. Là, donc, il a fallu bien sûr réarranger un peu le cheminement, mais la première année, ce sont des cours qui sont tous offerts à distance en tout temps. Donc, c'était déjà en place avant la pandémie. Là. Mais quelqu'un qui a le goût d'être en classe, il va avoir la possibilité de l'être. Oui. Oui, Okay. mais c'est-à-dire que les étudiants qui vont être en présence sur le campus, même dans leur cheminement, il y a un certain nombre de cours qui sont offerts à distance de toute façon. Il n'y en a pas un très, très grand nombre, mais il y a déjà quelques cours qui sont déjà offerts à distance. Certains de ces cours-là sont à la fois offerts en présence et à distance. Mais disons qu'on a juste réaménagé le programme de façon à, pour un étudiant, par exemple, qui voudrait dire la première année, bien, je ne veux pas bien de l'extérieur, je ne veux pas me déplacer tout de suite. Donc, il aurait la possibilité de faire sa première année à distance complètement. Alors, si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées ici. Vous pouvez soit nous écrire ou nous téléphoner. Alors, autant à Carl, Dominique ou moi. Alors, nous sommes les trois disponibles pour vous répondre à vos questions. Et je porte à une attention particulière également qu'il est possible, autant pour vous que pour vos étudiants, de prendre rendez-vous avec moi, alors via mon agenda en ligne. Alors, si certains de vos étudiants ont besoin d'informations sur leur dossier personnel, ont des questions sur leur futur cheminement à l'université, n'hésitez pas à les référer sur le site de la Faculté des sciences et de génie au www.fsg.ulaval.ca/prendre rendez-vous. Alors, à ce moment-là, ils ont accès à mes disponibilités directement en ligne et ils peuvent prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir. Ce sont des petites rencontres individuelles via Zoom. Alors, ça nous a fait plaisir de vous présenter cette capsule aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Au revoir.